Accueillons tout de suite notre invité Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, LCI Matin, candidat bien sûr à la primaire de la gauche. Je voudrais d'abord qu'on réagisse à l'actualité. Jacqueline Sauvage, qui est libre aujourd'hui, elle est sortie de prison hier soir. François Hollande a fini par la gracier totalement. On est à deux doigts, Benoît Hamon, de penser que c'est grâce à vous. Vous l'avez demandé au président via une tribune publiée lundi, hier, alors que l'affaire dure depuis un an en ce qui concerne la première grâce de François Hollande. L'affaire traînait depuis un an, donc. À deux jours d'intervalle. Oui, en fait, on le doit d'abord à la décision du président de la République, à la mobilisation des proches de Jacqueline Sauvage, de sa famille, de ses avocats, d'un comité de soutien considérable. De 400 000 Français ont signé une pétition. Des hommes et des femmes se sont penchés sur ce qu'était la situation et le cas de Jacqueline Sauvage, c'est-à-dire le cas d'une femme victime des coups de son conjoint depuis des années et qui en arrive à un geste évidemment inacceptable, condamné d'ailleurs pour tel, mais qui illustre aujourd'hui ce qu'est la réalité des violences faites aux femmes, dans ce qu'est le silence d'un domicile, d'un foyer où les coups pleuvent, des femmes tombent et finalement on en parle un peu, mais pas assez. Et le président de la République a tenu compte de tout cela et a pris une décision qui est une décision courageuse parce qu'elle va être inévitablement critiquée avec des bons arguments. La séparation du judiciaire et du politique, une vraie démocratie, c'est une démocratie qui maintient cette distance-là. Mais en même temps, je crois que le jeu en vaut la chandelle au sens où la cause, le symbole était un symbole fort. Et sa décision est, je crois, une décision d'une très grande humanité et d'un très grand courage. Mais c'est vrai qu'on constate aujourd'hui, avec cette affaire-là, qu'il y a deux mondes irréconciliables. Les soutiens à Jacqueline Sauvage et une grande partie de l'opinion publique et l'institution judiciaire de l'autre côté qui est vent debout après cette... Mais l'institution judiciaire, elle est dans son rôle. Le président de la République aussi. Et puisque le droit de grâce existe, il l'est. Et forcément, l'institution judiciaire ne conçoit assez mal qu'une décision politique puisse annuler la décision d'un jury populaire ou la décision d'un juge. Mais aujourd'hui, la loi le permet. La question qui nous sera posée ensuite, c'est de savoir si ce droit de grâce est maintenu ou pas. S'il a encore lieu d'être. Et ça, c'est une vraie question politique. Et c'est vrai qu'on peut concevoir aujourd'hui que dans une démocratie mûre, il serait préférable qu'il n'y ait pas justement cette capacité d'interférence du politique sur le judiciaire. Cela étant, en l'espèce, puisqu'on parle de Jacqueline Sauvage, et en l'état du droit, cette possibilité était donnée au président de la République. Il choisit d'exercer ce droit de grâce pas au hasard, pas sur n'importe quel cas. Sur le cas d'une femme qui a effectivement choisi de tuer, mais de tuer pour se libérer elle-même, se libérer des coups, probablement pour éviter de mourir elle-même. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui dépasse bien largement le cas de Jacqueline Sauvage, qui est libre aujourd'hui, mais qui est tellement représentatif de toutes ces femmes qui, elles, continuent aujourd'hui à souffrir des coups de leurs conjoints. C'est un des maux de la société française que cette violence faite aux femmes, et notamment au foyer, dans le domicile conjugal. Parlons maintenant, Benoît Hamon, du projet du candidat à la primaire de la gauche que vous êtes. Il est destiné à, et c'est vous qui le dites, faire battre le cœur de la France. Il ne bat plus aujourd'hui. S'il bat partout, assez peu au centre. Pour faire vite, je pense qu'il bat quand on voit aujourd'hui des gens qui innovent sur le plan écologique, sur le plan social, créent des solidarités, sur les questions éducatives, en se préoccupant de soutien scolaire, sur les questions de citoyenneté, en faisant participer la population. Partout en France, où vous alliez, dans un petit village, dans une grande ville, le cœur de la France, il bat bien, même dans la solidarité spontanée à l'égard des migrants, par exemple. Donc on le voit, il est là. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il bat assez peu au centre, c'est-à-dire là où se prennent les décisions. En clair, le cœur de la France, il gouverne pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de penser l'avenir de notre pays en fonction de ce qui se passe, c'est-à-dire d'un travail qui est de moins en moins bien partagé, beaucoup de chômeurs, des gens qui travaillent, pas forcément heureux, non pas de travailler, mais de leur travail, parce qu'ils en souffrent, qu'on constate aujourd'hui que c'est dur la vie quand on vieillit, qu'on est parfois mal accompagné, que quand on est aidant, une personne dépendante, même en dépit des progrès des dernières années et du droit au répit, on n'a pas les moyens de pouvoir accompagner une personne en situation de handicap, un parent qui est en train de vieillir. Bref, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de penser les politiques, non plus en fonction d'un seul registre comptable, combien ça coûte, mais en fonction de ce qu'on veut et du type de société qu'on veut. Et moi, je me préoccupe
du pays dans lequel, mon pays, mes enfants vont faire des enfants. J'aimerais qu'ils soient un peu plus bienveillants, un peu plus doux qu'ils ne l'est aujourd'hui. Et il va falloir notamment redresser la barre d'un point de vue économique. Pourquoi dites-vous qu'on voue un culte déraisonnable à la croissance du PIB ? C'est le seul pas la clé. C'est un des indicateurs, mais ça n'est pas le seul. Le taux de pauvreté, le taux d'inégalité, le niveau de santé, le niveau d'éducation, c'est aussi important que la croissance de la richesse. Et on voit qu'on peut parfaitement faire croître la richesse et dégrader la santé. C'est la preuve que la richesse, ça fait pas forcément le bonheur. Et surtout quand elle est répartie aussi inégalitairement. C'est pour ça que moi je pense que de la croissance dans le domaine des énergies renouvelables, bienvenue, bravo. Mais la croissance, quand il s'agit aujourd'hui de développer ou de fabriquer des produits qui vont contenir des substances qui dégradent notre santé ou notre environnement, les fameux perturbateurs endocriniens, non, là, moi je n'en veux pas. Donc ce culte à la croissance, je l'observe quand on y voue une quasi-religion. Il n'y a pas un candidat qui dit pas cap sur la croissance, mais d'abord, elle n'est pas revenue depuis très longtemps, et quand elle revient, ça se fait au détriment de notre environnement, et pas forcément au profit du progrès social. La preuve, dans le dernier quinquennat, on a fait la loi travail, la loi Macron, qui dégrade les conditions de travail des Français, et en même temps, on ne fait pas beaucoup de croissance. Donc moi, je pense qu'il faut reposer cela de manière un peu sérieuse, rigoureuse, et arrêter de vouer une sorte de culte à la croissance qui laisse à penser que la croissance égale le bonheur. Non, pas dans tous les secteurs, et il faudra y travailler avec discernement et intelligence. Le revenu minimum d'existence que vous proposez, Benoît Hamon, est-ce que vous commencez à avoir une idée de comment il sera financé ? Oui, alors il y a plusieurs manières de le financer. Il y a évidemment l'existence des minima sociaux qui seraient refondus dans le revenu universel d'existence. Il y a l'impôt sur le revenu qui peut y contribuer. Il y a forcément augmenter, oui, les minima sociaux. Les minima sociaux que moi je souhaite augmenter et je souhaite revaloriser de 10% dès mon élection le montant du RSA socle et le porter à 600 €. L'objectif c'est quoi ? C'est que je pense qu'il faut qu'on change notre rapport au travail. On est un pays dans lequel qui est champion d'Europe, des pays dans lesquels on pense s'épanouir par le travail et seulement par le travail. Je pense qu'on s'épanouit aussi par autre chose que par le travail. Or, le travail va se raréfier. En tout cas, c'est l'analyse que je fais moi, à raison de la révolution technologique. Et c'est une bonne nouvelle. Des machines vont nous amener à travailler moins. S'il y a moins de travail, la question qui se pose, c'est comment finance-t-on la protection sociale ? Et comment fait-on en sorte qu'on soit un peu plus libre de choisir, de passer à temps partiel, de travailler moins. Et le revenu universel est le moyen d'accompagner ces transitions. En clair, c'est la nouvelle sécurité sociale. On en a eu une en 1945, selon un modèle, qui était celui des 30 glorieuses, de la croissance du travail pour tous. Aujourd'hui, il faut penser la protection sociale et le travail en fonction de ce que sont, ce qu'est la révolution numérique, ce qu'est la réalité de notre économie, d'où le revenu universel. Vous êtes de ceux qui pensent qu'avec Emmanuel Macron, hors primaire, le second tour de la présidentielle est joué, ce sera Fillon, Le Pen ? Je pense qu'il nous complique considérablement la tâche. Et qu'il se la complique à lui-même aussi. Parce que la réalité de diviser la gauche, même quand on se dit ni droite ni gauche, mais qu'on séduit en partie à gauche, c'est que dans les faits, sa tâche sera aussi compliquée. C'est peut-être lui qui va signer l'arrênement du Parti Socialiste, finalement. Je pense que la gauche survivra à Emmanuel Macron, pardon de le dire. La gauche. Oui, la gauche. Moi, je suis pas un fétichiste des partis, quelle que soit la formation politique qui incarnera cette gauche demain. Mais incontestablement, il prend une grande responsabilité. Alors, il n'est pas le seul, puisqu'il y aura forcément 4 candidats, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, celui ou celle qui a gagné la primaire citoyenne et lui. Mais moi, l'engagement que je prends, c'est que dès le lendemain, le 29 janvier, si je suis choisi et si les électeurs de la gauche me font l'honneur de me confier la responsabilité de les représenter, je demanderai rendez-vous à Emmanuel Macron, à Jean-Luc Mélenchon et à Yannick Jadot pour voir quelles sont les passerelles possibles. Mais il n'est pas possible qu'on parte dans des conditions comme celle-là à la présidentielle, sauf à accepter qu'effectivement le second tour soit un second tour Fillon-Le Pen. Votre réaction, Benoît Hamon, à cette émission le 5 janvier prochain sur France 2, émission de 2 heures en prime time, comme on dit, à laquelle va participer Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, une semaine avant le premier débat de la primaire. Ça vous pose un problème ? Non, moi ça me gêne pas, j'y ai participé, ça fait partie c'est une grande émission, elle est difficile et en même temps on peut y développer ses idées. Participer début décembre. Je comprends que Vincent Payon soit un peu agacé de ne pas y participer. Après, moi je suis pas maître de l'agenda qui est celui des grandes chaînes de services publics ou des grandes chaînes de télévision et d'information en général. Mais c'est une émission. On peut souhaiter y participer, elle est pas simple. On peut en sortir aussi plus en difficulté qu'on y était rentré. On termine avec la question off. Vous connaissez le principe ? Je crois deviner. On y va.
off, mais devant les caméras. Et en quelques secondes, Benoît Hamon, on a commencé avec Jacqueline Sauvage, on termine avec Jacqueline Sauvage. Pourquoi n'avez-vous rejoint son comité de soutien que mi-décembre? Mais parce que, d'abord, je m'étais exprimé sur le sujet et en fait, je n'avais pas la conscience qu'il existait un comité de soutien aussi constitué que cela. Et j'ai été sollicité. Et en ayant été sollicité, je l'ai rejoint à la demande de plusieurs membres de ce comité de soutien. Et ça a été assez naturel. D'abord parce que c'était une cause pour laquelle je m'étais déjà naturellement solidarisé. Voilà, j'ai juste confirmé un engagement, mais sur la base de la demande de membres de ce comité de soutien. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'être venu nous voir ce matin sur le plateau d'LCI Matin. L'essentiel de la journée, Hélène.